Salut à tous, je suis Jacinthe Marion, sexologue. C'est un vrai plaisir de vous recevoir sur le podcast d'Aide sextive, plaisir partagé. En solo ou avec mes invités, j'aborde la sexologie de manière accessible et sous tous ses angles. Je vous le dis, la sexo, ça va bien au-delà des draps. À travers notre contenu, on espère briser les tabous, déconstruire les mythes et vous guider vers votre propre épanouissement. Aux couleurs d'être sextive, je vous promets des jasettes positives, assertives et inclusives. Des jasettes sextives, quoi. Cette fois-ci, on jase périnatalité avec deux intervenantes dans le domaine qui vont nous partager leurs connaissances, leurs expériences. On va jaser grossesse, hormones, corps qui change, partenaire, accouchement, bref, un paquet de sujets qui vont vous intéresser, j'en suis certaine. On s'engage à rendre ça accessible, à rendre ça inclusif, à l'intention de tous les partenaires impliqués. Et bien, c'est ça, on se lance. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager les micros avec Chanel Saint-Louis et Kaela Charette. Salut! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Bien, écoute, je commence par mettre la table. Donc, vous êtes toutes deux membres productrices chez Création Partage. Là, je regarde mes notes pour la mission parce que Oui, je la connais oui. pas par cœur. Donc, Création Partage, qui est une coopérative de solidarité familiale ici en Outaouais, dont la mission, c'est d'offrir un lieu convivial de rencontre, pensé pour répondre aux besoins des futurs et des nouveaux parents. Et des jeunes familles, en fait, en leur donnant accès à des ressources, des ateliers, une communauté. Vous êtes toutes les deux mamans, toutes les deux accompagnatrices à la naissance aussi, doula. Si je ne me trompe pas, tu es aussi monitrice en portage, Chanel. Tu es aussi marraine d'allaitement. Oui. Oui, OK. Ben, au-delà de ça, en fait, je vous laisse vous présenter. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour qu'on apprenne un peu à vous connaître? Oui, bien, en fait, moi, j'ai un parcours là, où j'ai commencé en éducation. Donc, je suis enseignante de formation. J'ai enseigné les arts plastiques dans nos écoles secondaires pendant 11 ans. Ouais. Puis, suite à mon premier enfant, je me suis reconvertie. Là, je sais que c'est probablement un des plus gros clichés chez les doulas, où est-ce qu'on vit notre première expérience d'enfantement, puis on fait « Oh, là, il y a des... » Sauf moi. C'est pas toi? Non. Non? OK. J'ai hâte d'entendre ça. Moi, il y a des choses qui sont restées, puis je me suis dit, OK, il y a définitivement des choses à changer là-dedans. L'enseignante en moi a comme, tu sais, est encore là, a juste eu le goût de reconvertir le message, le public cible. Je vais toujours aimer enseigner, j'aime encore le faire. En ce moment, ce qui me branche plus, c'est de le faire auprès des futurs parents, auprès des nouveaux parents. Donc, d'aller donner plus d'informations, d'essayer d'amener un peu plus d'humanité dans l'expérience, puis d'avoir une approche plus holistique, j'aimerais dire. Donc, tu sais, qui va toucher plus loin que l'aspect médical de la grossesse, de l'accouchement, puis du postnatal, mais qui voit les parents comme des individus à part entière, comme une expérience, tu sais, qui traverse une expérience humaine. Donc, de les accompagner dans tout ça. Puis, tout ça m'a amené à suivre d'abord ma formation de monitrice de portage, parce que je suis vraiment devenue passionnée là, de ces techniques-là de portage, puis de vouloir transmettre tous les enseignements. Puis, ensuite de ça, je suis allée chercher ma formation de doula, initialement dans le but de faire plus des cours prénataux. Mais de fil en aiguille, je commence à prendre davantage confiance, puis de me rendre compte que l'accompagnement aussi, à l'accouchement, l'accompagnement complet, justement, d'être là du début à la fin avec les familles, c'est vraiment très, très intéressant. Oui, ça doit vraiment être un lien particulier qu'on crée avec ces familles-là, vraiment. Oui, absolument. Oui, vraiment. Toi, c'est ça, j'entends que toi, tu n'es pas tombée dans le monde de la périnatalité. Dans le fond, moi, je suis tombée dans le monde de la périnatalité. Là, j'étais quand même assez petite. Je me rappelle quand ma belle-mère était enceinte de mon petit frère, j'avais 10 ans. Puis, comme la grossesse m'a comme commencé à me passionner. Je me rappelle quand son travail a commencé, comme il y avait pas question que je m'endorme là, pendant la nuit. Là, je regardais les contractions, je comptais les contractions. Puis, après d'avoir le bébé, j'ai été comme toujours passionnée par les bébés aussi. Fait que depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui me comme trotte dans la tête. Si tu me demandais comme au secondaire, c'est quoi j'allais faire quand j'étais plus grande,
je devenais sage-femme, là. Ouais. C'est quand même Puis, très atypique. C'est Oui. tellement... Vraiment. Ben, c'est pas quelque chose qu'on entend. Non. Non. Puis je dis souvent ça, que j'étais la fille un peu bizarre qui écoutait des vidéos d'accouchement sur YouTube, tu sais, en étant comme aucunement rendue à ce stade-là de ma vie, là. Non, vraiment pas, là. Puis, ben là, ben, quand j'ai tombé enceinte de mon premier, oui, en effet, ben, j'ai fait ma formation, en fait, pour devenir accompagnante à la naissance, aussi accompagnante en postnatal et éducatrice en périnatalité. OK. Puis, donc, pour donner des cours prénataux, etc. Puis, après ma première grossesse, puis mon expérience d'enfantement avec mon plus grand, c'est sûr que ça l'a confirmé aussi le besoin de ces services-là, non seulement pour l'accouchement, mais pour ce qui vient après aussi. L'allaitement, le postnatal, on dirait que, tu sais, on est renvoyé à la maison avec ce petit bébé-là, puis on ne sait pas trop quoi faire du bébé, de nous, de notre couple, de tout ce qui vient avec ça. Ouais. C'est comme, on est un peu perdu, là, je dirais, surtout pour un premier. Donc, dans mon parcours, ben, j'ai commencé à accompagner des familles à partir de ce moment-là. Je pense que mon plus grand avait 3 mois quand j'ai fait ma première accompagnement à la naissance, Wow. avec mon tire-lait aux 3 heures dans la salle de bain de l'hôpital. C'est quand même fou. Ça, faut te le donner, là. Absolument, wow! Puis, ben, à partir de là, j'ai jamais regardé en arrière, là. C'est quelque chose qui me passionne vraiment. Entre-temps, j'ai aussi fini ma formation de doula à spectre complet, donc vraiment pour accompagner des familles là, de la fertilité, la préconception, là, jusqu'à 1 an après la naissance d'un bébé. Donc, tu sais, j'accompagne des gens en conception, j'accompagne des arrêts de grossesse voulus, non voulus aussi. Puis c'est ça, vraiment tout le spectre complet de la périnatalité. Puis ben, c'est ça, maintenant, ça fait comme 5 ans que j'accompagne des familles dans la région, dans toutes ces expériences parentales-là. Puis c'est à continuer aussi. Ouais. Mais tu sais, si tu parles du spectre complet de la périnatalité, j'ai envie de nous entendre un petit peu sur qu'est-ce que ça implique pour vous, la périnatalité? Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Ben, pour moi, une des choses majeures puis qui continue de m'attirer, quand on parle du spectre complet, il y a beaucoup les changements identitaires qui sont impliqués dans tout ça. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce que ça peut venir brasser à l'intérieur de devenir parent. On se prépare à avoir un enfant, on se dit qu'on est prêt, des fois, c'est des grossesses planifiées, des fois, ça ne l'est pas, mais je crois qu'on est peu préparé à tout ce que ça peut venir changer chez l'individu. Ouais. Moi, de la même façon, j'étais passionnée par l'adolescent à cause de ce changement identitaire-là. Je pense que je me retrouve dans la parentalité aussi, où est-ce qu'il y a comme tellement de chamboulements, mais qui se font sur une très courte période, où est-ce qu'en même temps, on doit apprendre à s'occuper d'un autre humain, où est-ce que ça devient un travail 24/7. Puis comme Karel le disait, où est-ce qu'on doit comme se retrouver dans notre couple. Il y a tellement de choses à replacer. Moi, je trouve, de mon expérience personnelle puis de ce que j'observe autour de moi aussi, tu sais, avoir un enfant, c'est comme si on fait table rase. Tu sais, on était une personne avant, on a été une personne pendant la grossesse, puis là, après la naissance, c'est comme si on doit replacer les choses tranquillement. Oui, absolument. Selon chaque personne, il y en a pour qui ça va se faire dans la douceur, il y en a pour qui c'est plus difficile, ça peut prendre plus ou moins de temps. Pour moi, c'est un peu ça, tu sais, quand on parle du spectre complet, c'est toutes ces expériences-là qui viennent nous transformer comme humains, dans le fond. Mais j'aime le parallèle que tu fais avec l'adolescence parce que c'est vrai que pour n'importe quelle crise identitaire, il y en a pour qui c'est hyper facile comme transition. Alors, il y en a pour d'autres pour qui ça va vraiment être une crise, puis il va vraiment y avoir une détresse même pour certaines personnes, des remises en question. Ça peut être vraiment difficile à gérer pour certaines. Moi, je dirais que comme un spectre complexe, puis qu'est-ce qui est dans ce spectre-là, je pense que ça commence de l'idée aussi. L'idée de comme... Même comme tu dis, planifier, non planifier, mais l'idée que, je suis rendue à un point que c'est possible que j'aie des enfants, parce que notre corps est peut-être rendu à ce point-là. Puis cette idée-là, ou même l'idée de dire, OK, je pense qu'on commence à en parler dans notre couple de vouloir avoir des enfants. Puis,
la fin de ça, je pense que c'est individuel à chacun, de comme la fin de ce spectre-là. Tu sais, on parle souvent que la fin du postpartum, il y a des gens qui vont dire 6 semaines, il y en a d'autres qui vont dire 3 mois. Il y en a d'autres. Il faut qu'on rie un peu de ça, là, 6 semaines. Oui, je sais. Fou, hein? Tout est supposé se replacer après 6 semaines. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est comme minimum 1 an là, qu'on est comme en postpartum, même 2 ans, tu sais, que notre corps a besoin de changer. Puis comme tu dis, cette crise identitaire-là, on s'entend que ça prend pas 6 semaines à replacer tout ça, là. Surtout avec le manque de sommeil, les hormones toutes débalancées, puis tout ça. Fait que, tu sais, je dirais que c'est ça, le spectre, là, ça commence vraiment comme de l'idée à un moment X que tu décides que, tu sais, pour toi, la périnatalité, c'est un chapitre qui est passé, tu sais. Oui, c'est intéressant comme façon de le voir. Puis c'est parsemé de petits deuils aussi, tu sais, Vrai. de la personne qu'on était avant, de choses qu'on faisait avant, de choses qu'on fait plus de la même façon, de l'idéal de couple qu'on avait ou pas, ou tu sais, de l'idéal que peut-être on cherchait en allant mettre un enfant dans l'équation. Ou il y a plein de choses qui vont se passer à l'intérieur du couple, à l'intérieur de la personne, dans tout ça. Puis souvent, je pense qu'on est attaché à l'idée de vouloir revenir rapidement. Dans notre société, on est une société de performance, tout est rapide. On veut revenir rapidement à l'état initial. C'est un peu absurde de penser qu'on puisse même revenir à ce qu'on était avant alors que tout autour de nous a changé. Oui. C'est ça. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. C'est un peu... C'est complètement ridicule de penser qu'on va redevenir cette personne-là, en fait, qu'on va redevenir ce couple qu'on était, tu sais, parce que, ben, clairement, tout a changé, notre corps a changé, notre dynamique a changé, il y a un nouvel être humain qui s'est ajouté, ou un deuxième, ou un troisième, tu sais, peu importe, mais c'est venu chambouler un paquet de trucs, puis c'est comme si... On vit beaucoup, je trouve, dans cette société un peu idéalisée-là, puis avec les réseaux sociaux, on le voit beaucoup aussi, où on dirait qu'il faut qu'on redevienne quelque chose, au lieu de se transformer vers une nouvelle version de soi-même. Cette idée-là de bounce back. Oui. C'est quelque chose de très, tu sais, dans notre culture, mais quand on regarde d'autres cultures dans le monde, c'est pas quelque chose qu'on voit non plus, tu sais. Cette idée-là de revenir à ce qu'on avait avant, c'est vraiment plutôt, comme tu dis, qu'on est transformé, on a changé, on est quelqu'un de nouveau, tu sais. Puis je le vois beaucoup dans les familles, tu sais, quand j'accompagne des familles de d'autres cultures, bien, ils n'ont pas cette idée-là dans la tête, puis c'est beau à voir aussi, mais tu sais, c'est quelque chose, je pense, de très nord-américain, là, le fameux bounce back, de revenir, mais tu sais, c'est beau aussi d'apprendre des autres cultures de comment ils voient cette période postpartum-là, puis la transformation qu'il y a quand on devient un parent. Oui. J'ai souvent l'impression... Dans nos coutumes nord-américaines qui entourent la périnatalité, qu'on rame à contre-courant. Oui, je peux voir. Tu sais, quand on parle... Moi, ce qui m'a amené initialement dans le portage aussi, c'est toute cette idée-là de pouvoir vivre une parentalité qui est un peu plus dans l'instinct, dans le fait que tu as besoin, tu sais, d'un rapprochement avec ton bébé, que ton bébé, c'est ce qu'il recherche aussi, mais de continuer à vivre des activités quotidiennes qui amènent un sentiment d'accomplissement pour le parent, mais avec ton enfant, tu sais, de trouver des façons d'amener cette nouveauté-là, cette nouvelle variable qui est le bébé dans la vie du parent, tu sais. Puis que ça vienne servir, en fait, aux deux, là, puis à toute la famille. Donc, une façon de transitionner aussi qui se fait un peu plus en douceur. Absolument. Écoute, je me dis, bon, peut-être que la question qui brûle un peu les oreilles de certaines personnes, c'est, OK, bon, pourquoi 2 intervenantes en périnatalité viendraient s'installer avec moi, une sexologue, pour jaser? Évidemment, moi, j'ai vu un lien, sexo-périnatalité, je vous ai invité, mais j'ai envie d'apprendre un peu votre perspective. Pourquoi vous avez choisi de venir vous asseoir avec moi, puis où vous voyez le lien, l'importance de parler? Bien... Je vais-tu avant? Oui. Excuse. Mais pour moi, c'est absolument clair, là, cette idée-là que l'enfantement, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, c'est la continuité, sinon pas la finalité de l'expérience sexuelle humaine. Je veux dire, dans notre tête, on fait une grosse division entre le moment où on tombe enceinte, le moment où il y a le début de la grossesse, donc l'acte sexuel, la conception. Puis après, on dirait que ça tombe dans le... Je sais pas, ça va où? Mais
Mais il y a comme plus de sexualité de rattachée. Où on ne le voit plus comme un acte sexuel. Il y a on balance vers quelque chose de médical. Donc, il y a vraiment une coupure qui se fait entre le moment où on tombe enceinte puis où est-ce qu'on est en contrôle. Généralement, on souhaite que ce soit fait dans le consentement puis tout ça, là, dans le plaisir. Mais une fois qu'il y a la grossesse, ben on se tourne vers d'autres professionnels, quels qu'ils soient, puis on remet tout ça dans les mains de ces gens-là. Il y a comme vraiment une désappropriation, puis moi, j'ai le sentiment que la sexualité doit être ramenée dans l'expérience d'enfantement. Donc, je pense que c'est ça qu'on peut amener en discutant ensemble aujourd'hui, amener des réflexions qui sont pertinentes sur le sujet, puis sur pourquoi ces deux... l'enfantement, c'est une expérience sexuelle humaine. Ouais. J'aurais le goût d'ajouter que tu sais, il y a aussi, on va en parler plus tard, mais tu sais, il y a beaucoup de techniques qu'on peut utiliser qui peuvent sembler, qui tombent dans la sexualité pour, pendant l'accouchement et pendant la grossesse aussi, tu sais. Puis, tu sais, il y a une sexualité avec un partenaire, c'est quelque chose de super intime. Avoir un enfant avec un partenaire, c'est quelque chose de super intime aussi. Donc, tu sais, comme tu dis, c'est comme si on a l'acte sexuel, puis là, après, ben, on tombe avec comme tout plein de personnes qui se mêlent à cette intimité-là d'avoir un enfant. Donc, tu sais, comment on peut... Puis, souvent, des fois nécessaire, tu sais, mais comment on peut ramener un peu cette intimité-là dans la salle d'accouchement, dans la grossesse, dans le postpartum aussi, là. Tu sais, on se demande un peu, des fois, on se demande pourquoi, suite à ça, certains couples en postnatal vont se sentir un peu perdus. Tu sais, au moment où est-ce qu'on déclare la grossesse, là, il y a tous ces gens-là qui s'impliquent dans le processus, qui te disent quoi faire, qui te dictent une chose après l'autre qui va se passer. Après ça, on se retrouve en postnatal tout seul à la maison sans soutien. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Absolument. Comment on se réapproprie ce rôle-là? Comment... Puis dans tout ça, ce que je trouve encore plus drôle, c'est qu'on se fait dire, ben écoute ton instinct. Mais mon instinct, je ne l'ai pas écouté, ça fait 9 mois, je ne l'écoute pas. Non, c'est ça. Qu'on me dit quoi faire, quoi manger, quelle médication prendre, quel cours de préparation à la naissance, les pauses. Tu sais, comme on nous accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le prénatal. Oui. Donc après ça, comment on est supposé trouver nos marques puis se sentir en confiance dans le postnatal? C'est comme... C'est ça. Cette coupure-là ne devrait pas exister ou devrait être plus douce ou... Bref. Ouais. Puis un des sujets qu'on aborde très peu dans tout ce qui est... Ben, dès qu'il y a une grossesse, c'est tous les impacts que ça a sur la sexualité, aussi les impacts que ça a sur le corps, sur les sensations du corps, sur le désir, sur les hormones, sur un paquet de trucs qui vont venir influencer notre sexualité en pré- et en postnatal. Puis, tu sais, on parlait du fait qu'on remet, tu sais, beaucoup de responsabilités aux professionnels qui nous entourent, mais ces professionnels-là nous parlent très peu de sexualité, tu sais. Puis ils nous disent très peu ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, à quoi faire attention. On continue à vivre avec un paquet de mythes reliés à la sexualité pendant la grossesse ou après. Très peu, je dirais même des fois pas du tout. À moins que toi, tu abordes le sujet. J'ai beaucoup de gens qui vont me dire comme « Ah ben, j'ai aucune idée, personne m'en a parlé. » Puis c'est plus amené quand quelqu'un va poser la question à leur professionnel de la santé, de la personne qui va suivre leur grossesse. Mais je pense que en général, là, si c'est pas quelque chose qui est discuté du tout là, dans les rencontres prénatales avec ton médecin, peut-être avec la sage-femme un peu plus, mais même là, je pense pas que ça fait partie de quelque chose qui est vraiment discuté. Là. Puis en même temps, c'est une pensée magique de croire qu'une seule personne ou un seul professionnel puisse aborder tous ces aspects-là. Oui, absolument. Ben oui. On peut pas, là. On peut pas. Puis il y a tellement de choses aussi dans tout ça qui tombent dans l'affectif, dans comment on se perçoit comme personne, dans comment on sent que notre partenaire réagit à l'annonce de la grossesse, est-ce qu'on est au même diapason. Tu sais, chaque partenaire dans tout ça va souvent, si pas toujours, vivre les étapes à des rythmes différents. Absolument. On va dire souvent que la personne enceinte, tu sais, le sent plus rapidement, c'est dans son corps, tout ce qui se passe, les changements. Donc, des fois, de sentir que le partenaire, la partenaire qui accompagne n'est pas comme au même endroit, où il peut y avoir un certain fossé qui se crée là, entre les partenaires. Pour avoir une intimité, pour avoir des rapprochements sexuels, ben il faut sentir qu'on est connecté. Il
faut sentir ça. Puis ça peut être une difficulté, je crois, dans le premier trimestre. Mhm. Mhm. Il y a aussi toutes les difficultés qui peuvent être liées au vécu périnatal antérieur. Est-ce qu'il y a eu des deuils périnatales? Est-ce qu'il y a eu des fausses couches, des expériences comme ça qui peuvent vraiment venir affecter aussi la façon de laquelle on perçoit la grossesse, notre corps, la sexualité. Ouais. Qui, dans certains cas, peuvent créer une crainte de Absolument. est-ce que les rapports sexuels vont potentiellement provoquer une fausse couche? Parce que ça, c'est encore un mythe qui perdure aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que ça peut avoir un lien ou s'il y a eu une perte, ben est-ce que c'est parce que j'ai eu une relation sexuelle? Est-ce que c'est moi qui ai causé? Est-ce que, puis là, ben, des fois, dans les grossesses suivantes, il y a vraiment une crainte qui peut s'installer. Là. Puis il y a si peu d'accompagnement autour du deuil périnatal que je peux même pas m'imaginer vivre avec ce sentiment-là que de faire quelque chose aussi naturel que de faire l'amour ou d'avoir des relations sexuelles a pu mettre fin à ma grossesse. Non, c'est ça. De vivre avec ça, avec cette culpabilité-là, puis d'avoir personne qui dit, ben non, là, il n'y a pas de lien. Absolument pas. Ben non, non. Je dirais aussi que j'ai vu ça des fois avec des clients, puis ça, c'est un autre gros sujet, mais l'identité de genre aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut être beaucoup affecté pendant la grossesse. Vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre un peu de la dysphorie là, en tombant enceinte, surtout des personnes non-binaires, qui fait que ça c'est une autre chose aussi qui mérite d'être accompagnée pendant cette période-là. Ouais. Mais c'est ça, je voulais juste le mentionner que c'est quelque chose que j'ai vu quand même assez souvent là, pendant mes suivis avec des clients. C'est un aspect vraiment important. Puis, presque tous les outils, presque tous les accompagnements, les dépliants, les sites web, peu importe ce qu'on regarde, est conçu du genre féminin. On utilise le genre féminin associé à la grossesse. Fait que pour quelqu'un qui a une certaine dysphorie ou qui a un questionnement au niveau de son genre, ou qui s'associe pas nécessairement au genre femme, mais ça peut être très confrontant, tout Absolument. ça. Là. Absolument. C'est très hétéronormatif aussi. Incroyablement. Ouais. on fait énormément d'efforts pour défaire un petit peu ces stigmas-là dans nos enseignements. Mais c'est pas facile. C'est comme on se bat à contre-courant, on dirait des fois, là, justement, c'est quelque chose, c'est un effort que je fais souvent avec mes clients de demander les pronoms, puis mais une fois arrivé dans la salle d'accouchement, bien souvent, c'est comme une petite bataille qu'on doit avoir avec le personnel médical de bien genrer les personnes qui sont là, puis de pas... de respecter leur situation familiale, quelconque qu'elle soit, que ça soit une personne toute seule, que ça soit un couple gay, lesbienne, quoi que ce soit, c'est comme tellement hors du commun pour eux que... Oui, absolument. C'est une réalité dont on parle très peu, tu sais. Tu parlais d'hétéronormatif, je précise pour les gens qui connaîtraient peut-être pas le terme, mais c'est le fait de prendre pour acquis, en fait, que les gens devant nous sont hétérosexuels, puis donc d'intervenir comme si... mais tu l'as bien nommé, que ce soit une question d'orientation sexuelle ou que ce soit une question de... Il y a des gens qui sont simplement solo-parentales. De plus en plus aussi, on voit des dynamiques de couple où il y a des gens qui sont, par exemple, en polyamour, donc des couples à plus de 2 personnes ou dont il y a peut-être d'autres partenaires d'impliquer. Fait que j'imagine que oui, tu sais, quand on se rend à l'accouchement, justement, ça doit créer des situations qui vont être confrontantes. Puis, bon, quand tu es en travail, on va se le dire, ça ne te tente pas de t'obstiner avec le personnel médical ou autre sur ton pronom, puis d'expliquer ta situation conjugale, puis comme on n'est pas là. Puis ça, je veux dire, ça, c'est pour tous les sujets, là. Dans un moment d'un accouchement, c'est un moment tellement vulnérable que tu devrais pas avoir besoin de justifier dans n'importe quel aspect, justifier ton plan de naissance, justifier tes pronoms, justifier quoi que ce soit. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile à faire dans un moment d'accouchement parce qu'on est dans une position vulnérable. Mais c'est aussi qu'on veut pas ça. La personne qui accouche, on la veut pas là. Non, on la veut pas dans le cerveau rationnel en train de donner des explications sur ce qui se passe, sur ce qu'elle veut, sur tout ça. On veut qu'on se rebranche sur les sensations, sur ce qui se passe dans le corps, sur ce qui est plus instinctif. Donc, si on n'arrête pas de toujours ramener la personne là,
dans le flot des hormones des hormones qui sont associées, tu sais, ce sont les mêmes hormones qu'on va voir dans la relation sexuelle, pendant la grossesse, à l'accouchement, en postnatal. C'est toujours la même chose. Fait que c'est ce qui justifie aussi la belle continuité. Absolument. Mais on sort constamment la personne de ça. Puis des fois, je fais l'exemple à mes clients. Tu sais, est-ce que tu serais confortable d'avoir une relation sexuelle avec comme 5 personnes qui te regardent, qui te disent quoi faire, avec une grosse lumière sur toi? Peut-être qu'il y a des gens que oui, mais la plupart du temps, t'aimes plus ça dans ton intimité. Donc, c'est un peu comme... je cherche le mot français, là, mais comme no wonder que on a de la difficulté en accouchant parce que nos hormones, on n'a pas le flot naturel des hormones qui est là quand on est dans une situation où on n'a pas cette intimité-là. Moi, je fais le même parallèle avec des clients qui viendraient me voir, des difficultés, par exemple, justement, au niveau du désir ou à se laisser aller dans la relation sexuelle. On est dans la même chose. Bien, est-ce que tu as pensé à tamiser les lumières, à mettre de la musique plus douce, à créer un moment d'intimité, à créer une bulle, à faire des choses qui te font du bien? On est dans les mêmes parallèles. Le lien est vraiment là entre les deux. Puis encore là, tu l'as dit, Chanel, tout est une question d'hormones. On veut aller stimuler ces hormones-là qui vont faciliter le travail lors de l'accouchement, mais qui vont aussi faciliter le laisser-aller puis le plaisir dans la relation sexuelle. Ce sont les mêmes. Puis c'est les mêmes méthodes pour les faire en sorte qu'on va les créer. T'sais. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes organes impliqués. Absolument. Puis après ça, on s'étonne que comme ça ait un lien. Je comprends pas. Ouais. Mais tu sais, puis t'en as glissé un petit mot tantôt, Kayla, mais justement, il y a certaines méthodes qu'on peut utiliser pendant l'accouchement qui peuvent être des méthodes de stimulation dites sexuelles. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez dans vos suivis? Moi, c'est un sujet qui me passionne particulièrement, fait que j'aime ça en parler. Mais... Absolument. En fait, ça fait partie de notre plan de naissance qu'on va proposer à nos clients. Donc, de la stimulation clitoridienne pendant le travail. Ou activité sexuelle. Activité sexuelle, oui. J'en parle beaucoup dans les rencontres prénatales. Des fois, en fin de grossesse, on entend souvent aussi « faites l'amour le plus que tu peux ». Mais j'aime ça préciser aussi que, bon, premièrement, il faut que ça te tente, mais aussi, l'orgasme féminin est très important dans ce rôle-là. On entend beaucoup que le sperme contient de la prostaglandine qui va aider à faire maturer le col de l'utérus. Mais l'orgasme féminin relâche beaucoup d'oxytocine qui va aider aussi à mener possiblement à des contractions. J'aime que tu fasses cette précision-là parce que dans notre société patriarcale... le discours s'arrête au sperme qui contient des prostaglandines. Ouais. Puis, j'ai le goût de rajouter, pour que les prostaglandines soient efficaces, il faut que le col soit au moins légèrement ouvert. Parce que s'il l'est pas, les prostaglandines, ça donne à rien, tu sais. Fait que d'autant plus embarque l'importance de l'orgasme puis de l'ocytocine. Exactement. Ouais. Bref, je te laisse continuer. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on discute beaucoup. Puis, en accouchement, en moment d'accouchement, premièrement, l'intimité avec le partenaire. Donc, tu sais, des bisous, des caresses, des choses comme ça, ça l'aide beaucoup à lever l'oxytocine. Donc, tu sais, pendant un accouchement, on veut que c'est l'oxytocine qui cause des contractions. Donc, des fois, si on voit que les contractions sont pas assez fortes, sont pas assez constantes ou viennent pas, là, on peut... je vais des fois suggérer comme je vous laisse un moment toute seule, collez-vous, donnez-vous des câlins, pour faire monter cette oxytocine-là. Donc, l'oxytocine qui est l'hormone de l'amour, mais la stimulation du clitoris aussi, donc soit manuellement avec un vibrateur, des choses comme ça peut aider beaucoup aussi pendant le travail pour gérer la douleur. Ça, c'est un autre sujet, mais il y a beaucoup d'articles qui parlent de l'enfantement orgasmique. Là. Donc, ça peut être un sujet que vous pouvez rechercher, mais seulement pour gérer la douleur de l'accouchement, la stimulation du clitoris aide beaucoup. Et aussi, relâche de l'oxytocine qui va aider à avoir des contractions, qui va aider à amener bébé proche de toi. On commence à se familiariser de plus en plus. Là, ça commence à être public, la structure interne du clitoris aussi. Puis
le rôle que ça peut jouer au niveau de l'enfantement. Donc, le gonflement des bulbes à l'intérieur du vagin, puis tout ce qui est innervé, qui fait le tour, tu sais, du sacrum, du bassin. Ça peut jouer un rôle dans le positionnement du bébé, dans la façon que le bébé va naître. On parle même du déclenchement du réflexe d'éjection qui va être stimulé par justement l'arrivée du derrière de la tête de bébé sur le clitoris à l'intérieur du vagin. Donc, tout ça peut avoir un impact sur la poussée puis ce réflexe d'éjection-là qui se fait. Donc, il y a énormément de similitudes entre l'accouchement puis en fait, l'orgasme, l'atteinte de l'orgasme. Oui, absolument. Il y a beaucoup de gens qui vont même dire que justement, la poussée puis avoir ce réflexe d'éjection-là, c'est comme plaisant, là, comme feeling d'avoir ça. Puis, tu sais, on a tendance tellement... Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui vont me dire comme... Ah ben, on accouche, puis l'idée, c'est sortir le bébé, puis on a tellement peur de la dite accouchement. Mais fait que, si on peut rajouter un peu de plaisir là-dedans, ben pourquoi pas? Je dirais que le plaisir va nous amener aussi beaucoup de pleine conscience, puis d'être dans le moment présent aussi. Tu sais, on a parlé aussi de tout ce qui est orgasme, mais l'orgasme va aussi, en plus de l'ocytocine, va venir sécréter des endorphines aussi de manière naturelle, ce qui va... L'endorphine va naturellement aider aussi au niveau de la gestion de la douleur. Fait que, ça va venir faire tout un processus. Puis quand on est dans l'intimité, dans la pleine conscience, on va venir diminuer un petit peu aussi les hormones d'adrénaline qui, elles, viennent comme bloquer notre ocytocine aussi. Fait que, tu sais, il y a comme tout un... Vraiment, au niveau chimique, au niveau... Il y a vraiment, tu sais, beaucoup de choses qui se passent. Les gens qui nous entendent sont peut-être comme « OK, mais comment on fait ça dans un... » Tu sais, comme on est dans un hôpital, il y a une infirmière qui rentre à chaque 15 minutes ou quoi que ce soit. Un truc que j'aime beaucoup donner à mes clients, c'est d'aller dans la salle de bain. Donc, tu sais, on fait souvent la salle de bain, mais premièrement, c'est un endroit où on est un peu conditionné à être relaxé, être dans notre intimité. De tamiser les lumières, comme tu dis, puis justement de stimuler dans la salle de bain. Le personnel médical a beaucoup moins tendance à déranger quelqu'un qui est à la salle de bain. Donc, tu sais, ça, c'est un bon truc. Si jamais vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas dans votre intimité, ben on peut retrouver un peu cette intimité-là dans la salle de bain. Absolument. On se coupe des machines aussi, un peu plus des sons extérieurs aussi, parce que c'est souvent un petit peu plus isolé, plus loin de la porte qui mène au couloir. Fait que... Exact. Puis comme accompagnante, ça fait partie de notre rôle aussi de rappeler ces options-là, de protéger l'espace un peu, de permettre des moments d'intimité. C'est ça. De faire le guet devant la porte. Là. Oui, oui. Entre autres. Ça ressemble pas, c'est pas nécessairement exactement ça, mais de dire, ils sont dans leur bulle en ce moment, est-ce qu'on peut leur laisser un peu de temps? Puis ça va qui sont en train d'avoir une relation sexuelle ou de stimulation clitoridienne, mais pas juste ça non plus, là, dans n'importe quel moment de l'accouchement où qu'on voit qu'on est rendu dans la bulle, qu'on est, tu sais, que la personne elle gère bien ses contractions, ben on dérange pas ça, tu sais. Fait que des fois, il y a des interventions qui peuvent attendre, c'est pas obligé, on peut attendre 20 minutes, là, fait que, c'est un peu notre rôle aussi en tant qu'accompagnante de faire comme, est-ce que c'est urgent, est-ce qu'on peut attendre un peu, tu sais, je vois qu'elle gère vraiment bien en ce moment. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus tard, tu sais? Oui. Je me doute que la réaction des parents quand vous abordez, ça doit être assez comique des fois, là. Les gens ne doivent pas s'attendre à ça, là. Ben, moi, ce que j'ai vu le plus, tu sais, c'est pas tant des réactions excessives, mais c'est surtout un certain mutisme. OK. On dirait que, c'est définitivement pas quelque chose à quoi ils s'attendent, là. Donc, je pense que c'est aussi un bon briseur de glace, tu sais, en tant qu'accompagnante, une des choses qui va m'aider beaucoup dans mon travail, c'est d'avoir une relation de confiance avec mes clients, puis qu'eux me fassent confiance aussi. Donc, souvent, ça brise un peu la glace de parler comme déjà la première rencontre, on parle de relations sexuelles, tu sais, ça va aider un peu à nous dégêner, tu sais. Puis ça nous aide après pour
c'est comme une bonne première étape pour amener le sujet, puis après, pouvoir en reparler, soit en postpartum, pendant l'accouchement. Donc, le sujet est déjà amené. Je suis certaine que si j'en parle pas du tout avec des clients, puis là, j'arrive au moment de l'accouchement, puis je leur dis, bon, ben, as-tu amené un vibrateur? On essaye de ça. Ils vont être comme, qu'est-ce que c'est? De quoi tu parles? Ouais, non, clairement. Si t'en parles pas pendant justement tout l'accompagnement ou tout le suivi, puis là, t'arrives en postnatal, puis tu parles de relations sexuelles, mais la seule chose laquelle tu vas parler, c'est de la contraception. Vrai. Tu vas t'en tenir à l'essentiel. Les gens osent juste pas. Ben oui. Non, c'est ça. Les gens vont juste pas oser me demander des questions, même si ça me dérangerait pas du tout. Ils vont pas oser demander des questions à leur médecin. Seulement le fameux 6 semaines, you're good to go. Tu peux avoir des relations sexuelles, mais c'est tellement plus que ça. Absolument. C'est tellement plus que comme physiquement, qu'est-ce qui se passe sur ton périnée. Puis ça, c'est pas abordé là, dans ces rencontres-là. La façon de laquelle on l'aborde, nous, à la première rencontre prénatale, là, on parle du trimestre de l'ocytocine. Ouais. Donc, à la fin de la grossesse, le 3e trimestre, particulièrement, on parle de cette nécessité-là ou de tenter d'être baigné le plus possible dans l'ocytocine. Donc, on va parler de choses qui sont relaxantes, de choses qui sont plaisantes. Donc, oui, on va parler de faire l'amour, on va parler d'orgasme, on va parler de tout ça. Mais vraiment de choses qui nous aident à nous sentir bien. La raison biologique derrière ça, c'est que plus le corps va sécréter d'ocytocine, plus il va y avoir de petits récepteurs, justement, d'ocytocine qui vont venir se positionner dans l'utérus et qui vont rendre les contractions plus efficaces au moment de l'accouchement. Donc, sans ces récepteurs-là, ou s'il y en a moins, c'est sûr que l'efficacité peut varier. Puis là, c'est très simpliste là, comme façon de l'expliquer. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on l'aborde. Puis ça ouvre déjà la porte, ça ouvre la discussion à autre chose. Puis je pense que avant même d'attendre des questions, il faut essayer de les faire tomber, ces tabous-là. Donc, il faut essayer d'en parler avec les couples qu'on accompagne. Simplement le dire, bon, il n'y a pas de danger au niveau de la sexualité. Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous avez des questions? Mais au-delà de ça, vraiment d'amener le sujet. Parce que s'il y a des tabous qui entourent la sexualité, il y en a encore plus qui entourent la sexualité féminine. Puis la sexualité et parentalité ou maternité, là, on est dans un autre niveau de tabou. Oui, absolument. J'ai envie de vous demander, justement, c'est quoi le genre de questions que vous recevez ou les tabous qui ressortent dans vos suivis? Je dirais que la plus grande, là, c'est la fameuse idée que le pénis pourrait faire mal au bébé ou d'une façon comme ça. Là. Puis peut-être que tu pourrais mieux l'expliquer que moi, mais le col est fermé, il n'y a pas d'accès au bébé là, en relation sexuelle. Là. Puis même quand il y a une ouverture du col, même quand le bébé commence à descendre, il y a quand même les membranes qui protègent. Ouais. Donc, le seul moment où on va parler de faire plus attention, c'est s'il y a une rupture des membranes. Là. Ouais, s'il y a une rupture ou s'il y a un placenta qui est très, très bas. Exactement, placenta prévia. Exactement. Fait que, dans ces instances-là, mais ça, c'est des choses desquelles les médecins, généralement, vont parler. Fait que, absolument. À moins qu'un professionnel de la santé ait nommé qu'il y ait un danger spécifique aux relations sexuelles. Absolument. Généralement, il n'y a pas de problème. Puis, moi, j'inviterais même les gens à questionner parce que des fois, les médecins, bon, encore une fois, dans notre société très hétéronormative, vont dire, pas de relations sexuelles. Donc, on va s'empêcher de tout faire. Mais des fois, c'est peut-être bien de préciser parce que ça peut être seulement la pénétration. Il peut y avoir aucun problème à stimulation manuelle, cunnilingus, peu importe. Fait que d'aller questionner, ça peut être vraiment important parce que c'est souvent pas tant l'orgasme en soi qui est dangereux, mais la pénétration puis comme la fragilité du col dans certains cas. Oui, puis communément, une personne qui se fait dire pas de relation sexuelle n'aura pas nécessairement le réflexe ou l'aisance de demander relation en solo, masturbation, est-ce que c'est juste la pénétration? Donc, ce sont des couples qui vont vivre sans sexualité pendant des fois plusieurs mois parce que la question où les gens sont pas à l'aise de le demander. Donc, s'il y a des gens du corps médical qui nous écoutent, précisez! Oui, c'est ça. On peut jamais être trop précis. On peut jamais. Fait que est-ce qu'il y a d'autres questionnements, d'autres mythes qui ressortent? On en a parlé un peu avant, là, mais justement, comme de faire l'amour pour provoquer le travail. Encore là, c'est pas juste l'éjaculation masculine qui compte.
Sinon, ben, tu sais, c'est pas tant un mythe, mais on peut parler d'inconfort. Donc, c'est sûr qu'en fin de grossesse, avec le corps qui change, des fois, le bébé qui bouge, pas des fois, là, mais tu sais, le bébé qui bouge sur le ventre, quand on ressent ces mouvements-là, les partenaires, des fois, peuvent sentir un inconfort plus grand. Donc, ça va être, pour certains couples, ça va être un abandon complet de la sexualité. Ouais. Pour d'autres, ça va être de modifier les pratiques sexuelles. Donc, de normaliser aussi le ressenti, là, que ça peut être normal, qu'il doit y avoir des changements. Ouais. Puis, pour ajouter à ce sujet-là, j'ai des clients, des fois, qui vont me demander si, justement, les relations sexuelles sont plus confortables dans telle position. Ah, oui. Est-ce que ça veut dire que pendant mon accouchement, ben, je vais être plus confortable dans telle position? Puis, des fois, oui. Donc, oui, habituellement, si tu es plus confortable, disons, tu es à 4 pattes, c'est très possible que tu sois très confortable dans cette position-là en accouchant aussi. Des fois, pas nécessairement non plus. Tu sais, des fois, on a besoin de bouger, puis des fois, instinctivement, notre corps va se placer d'une façon qui aurait peut-être pas été confortable pour une relation sexuelle. On s'entend que, tu sais, une relation sexuelle avec pénétration, là. Puis souvent, ben, beaucoup ce qu'on entend, c'est sur le dos, là. En début de grossesse, c'est pire quand on a un gros bedon de 9 mois, là, être couché sur le dos, souvent, c'est pas super confortable. Ouais, Donc, faut devenir un peu créatif, mais tu sais, je dis ça parce que ben, on voit souvent les accouchements sur le dos, parce que c'est la position gynécologique, donc qui est plus confortable pour les médecins. On s'entend que c'est pour les médecins et non pour toi qu'on se met sur cette position-là. Donc, c'est important de, comme dans une relation sexuelle, d'essayer différentes positions, ben, pendant l'accouchement, puis surtout pendant la poussée aussi. Ouais. Si on va au-delà des mythes aussi, il y a des craintes. Moi, il y en a une que je tiens vraiment à aborder, là, surtout pour les personnes enceintes qui ont un vécu justement de perte, de deuil périnatal. Lorsqu'on a un orgasme en période de grossesse, des fois, les contractions ressenties au moment de l'orgasme et après peuvent être assez surprenantes. Ça peut faire peur. On peut avoir l'impression que, oh, il y a quelque chose qui se passe, j'ai fait quelque chose de pas correct. Mais c'est normal. C'est quand on parle de l'ocytocine qui agit sur le muscle utérin, c'est normal de ressentir ça. Encore une fois, s'il n'y a pas eu de saignement important, s'il n'y a pas de placenta prévia, s'il n'y a pas de risque d'accouchement prématuré, ce sont des sensations qui sont normales. Et si le corps n'est pas prêt à donner naissance, c'est pas ça qui va faire déclencher l'accouchement. Non, absolument pas. Puis tu sais, c'est beaucoup quelque chose... Bon, quand on n'est pas enceinte, il y a des femmes qui vont les ressentir plus fortement, moins, tu sais, ces contractions-là, parce que un orgasme, c'est ce que c'est. C'est des contractions utérines. Donc, déjà d'avance, il y en a qui vont être plus habitués à un certain inconfort des fois à ce niveau-là, mais d'autres pour qui ça va être complètement nouveau. Puis, comme tu l'as dit, ça peut être plus intense, ça peut être plus long aussi. Généralement, quand on n'est pas enceinte, 8 secondes, généralement, ça va se régler à l'intérieur de ça, mais ça peut durer plusieurs secondes supplémentaires, même quelques minutes des fois quand il y a une grossesse. Mais je pense que comme n'importe quoi, si on a une inquiétude, ben on en parle à notre professionnel de la santé ou notre sage-femme ou peu importe. Mais c'est ça. Mais il n'y a pas de crainte à avoir nécessairement par rapport à ça. Ça. Je viens de passer à une autre question que j'ai des fois, c'est pendant la grossesse, c'est possible qu'on ait des pertes dans les seins, donc du colostrum. Puis des fois, pendant les relations sexuelles, si les seins sont provoqués, c'est pas le bon mot, stimulés, oui, c'est ça le mot que je cherchais, ça peut couler. Fait que des fois, premièrement, il y a peut-être un certain inconfort avec ça d'un partenaire ou de l'autre, mais aussi on entend des fois que la stimulation des mamelons peut encore là causer des contractions. Il faut de la stimulation. Pour enlever ce mythe-là, il faut de la stimulation assez intense pendant une grande période de temps pour vraiment que ça fasse quelque chose à ton utérus. Puis, ça va pas... j'ai aussi eu la question que s'il y a du lait qui coule pendant les relations sexuelles, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir moins de lait pour mon bébé quand il va naître? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui va avec la demande, donc qui se refait tout le temps. Là. Absolument. Donc, je pense que c'est important de le mentionner aussi. Là. On parle des seins, j'ai envie de dire, pour plusieurs personnes aussi, les seins vont devenir très, très sensibles aussi. Fait que, tu sais,
Puis de manière générale, il y a beaucoup de sensations dans le corps qui vont changer pendant la grossesse, tu sais. Au niveau des seins, fait que des fois, ça peut devenir agréable, mais des fois, ça peut devenir désagréable aussi de se faire toucher. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, d'avoir, tu sais, une personne, par exemple, qui aimait particulièrement se faire stimuler les seins, que là, tout d'un coup, ça devient plus agréable, ou que, tu sais, il y a des écoulements, donc, bien là, il y a comme un inconfort qui se crée, ou une certaine, tu sais, on devient plus... self-conscious, disons, là, donc plus conscient de ce qui se passe dans notre corps, puis on peut être inconfortable par rapport à notre partenaire, tout ça. Fait que, tu sais, ça va venir jouer tout ça aussi, là. Absolument. Il faut vraiment se donner le temps, à partir du moment où il y a une grossesse, il faut se donner le temps d'apprendre à se redécouvrir. Absolument. Il faut lâcher prise et être conscient qu'on embarque pour un long voyage. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrête, puis on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Donc, j'aime ça comme façon de le voir. C'est exactement ça. Mais parce que ce qui va fonctionner dans le premier trimestre sera peut-être pas la même chose dans le deuxième ni le troisième, en postnatal, peut-être 2 ans après que le bébé soit né. Tu sais, c'est beaucoup de changements. Puis comme couple, ben de communiquer le plus possible. C'est pas toujours facile, là, mais de communiquer quand ça fonctionne pas. Mettre ses limites aussi, tu sais. Comme justement, si les seins, c'est rendu trop sensible. On touche pas. C'est correct aussi, tu sais, de mettre ses limites pour que ça soit une expérience qui de plaisir pour les deux, tu sais. Je pense que ça, c'est un aspect qui est très, très important. Tu sais, je pense souvent, autour de la périnatalité, on se met, comme dans beaucoup d'autres choses, on se met cette pression-là où il faut conserver notre sexualité d'avant. Puis des fois, ça fait qu'on crée des situations où ben, la sexualité devient désagréable, parce qu'on se force ou parce qu'on la fait malgré certaines sensations désagréables ou parce que... Puis on crée des associations après ça dans notre tête. Sans s'en rendre compte, on rend notre sexualité et notre intimité désagréable, puis il faut faire attention à ces pièges-là. C'est vraiment important. Puis tu sais, j'ai le goût de faire un peu le parallèle avec souvent cette idée de, pas de sexualité désagréable, mais de sexualité moins plaisante. Elle peut aussi venir avec le fait, si on a eu, par exemple, des difficultés de conception, tu sais. Si ça a été difficile pour nous, tu sais, de devenir enceinte, bien, on peut peut-être avoir, tu sais, fait beaucoup de sexualité obligée, à des moments où ça ne nous tentait pas, ça a peut-être été médicalisé, ça a peut-être fait que ça va venir enlever beaucoup de plaisir puis d'intimité autour de cet acte-là. Absolument. Ça peut, puis au contraire, il y a aussi une chose à considérer. Tu sais, la contraception est plus souvent qu'autrement une charge mentale féminine ou associée à la personne qui a un utérus. En période de grossesse, des fois, ça peut être quelque chose de positif. Vraiment. Au sens où là, la contraception n'est plus une charge mentale. Ça peut être très libérateur pour ça peut être vraiment personnes. Libérateur. Ouais. Donc, c'est aussi un moment d'en profiter si on en ressent le besoin, si on en a envie, parce que c'est pas une longue période dans une vie là, où est-ce qu'on n'a pas besoin de gérer ça. Vrai. Absolument. Oui, j'aime vraiment ça comme façon de le voir. T'sais. Puis, tu sais, ça, je veux dire, pour toute personne enceinte, je dirais des gens qui vont vivre une augmentation de désir, d'autres qui vont vivre une diminution. Ça peut changer d'un trimestre à l'autre. C'est influencé par tellement de facteurs. Oui. Je pense qu'il faut juste, c'est ça, comme tu dis, tu sais, apprendre à se redécouvrir à travers ça, puis s'écouter, puis... Puis, tu sais, par moment aussi, explorer son propre corps. Tu sais, la personne qui est enceinte, le corps qui change, de se donner des occasions, de se réapproprier les sensations par soi-même avant d'impliquer un partenaire. Ça peut être des choses qui peuvent aider aussi. Il y a des choses qui peuvent changer puis qui peuvent faire peur, qui peuvent amener des questionnements, où est-ce qu'on peut se demander. Donc, des fois, de se réapproprier ça par soi-même, ça peut être une bonne chose. Oui. J'allais dire, il y a beaucoup de personnes qui découvrent, en fait, la masturbation. Oui. Pendant la grossesse ou même en postnatal, tu sais, ça devient justement une façon de se redécouvrir, puis d'explorer les sensations. De se réapproprier un peu notre corps, parce que pendant la grossesse, pendant l'accouchement, on sent un peu comme un déconnect des fois, puis même, si l'enfantement s'est pas bien passé ou pas comme tu voulais, des fois, c'est un peu comme, on se sent un peu comme une trahison de notre corps. Des fois, c'est comme... on a de la difficulté comme notre corps nous a laissé tomber, tu sais. Fait que des fois, c'est comme un peu une guérison qu'on doit faire avec notre corps pour réapprendre à l'aimer. Puis, tu sais,
peut-être apprendre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, comment qu'on aurait pu Mhm. tu sais, aider cette situation-là. Fait que Ouais. je vois souvent que ça peut aider aussi. Là. Une espèce de reprise de pouvoir sur son propre corps, tu sais. Puis, Absolument. Il y a une grande vulnérabilité qui accompagne tout ça. Tu sais. Dans le processus, peu importe la personne, le parent qui le vit, mais la personne qui est enceinte, il y a une grande vulnérabilité dans tous ces changements-là. Un sentiment de perte de contrôle sur tout ce qu'on connaissait avant. Puis, c'est peut-être bien de mentionner que justement cette vulnérabilité-là, puis cette perte de contrôle peut être difficile pour des gens qui ont vécu des violences sexuelles. Donc, tu sais, Ouais. si c'est le cas, tu sais, c'est important d'en parler avec ton médecin, ta sage-femme, ta doula, ton partenaire, tu sais, de t'entourer de gens pour que cette expérience-là soit une expérience sécuritaire pour toi. Parce que souvent, ben, ces traumas-là vont Ben oui. ressurgir pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Ben oui, cette idée-là de perdre contrôle sur ton corps, c'est... Oui, oui, absolument. Oui, définitivement. C'est un autre gros sujet, là, mais tu sais, je mentionnais que c'est ça, c'est important juste d'en faire mention puis d'être bien entouré là, pour te protéger toi-même pendant cette période-là. Oui. Oui, je pense que c'est une des belles richesses d'avoir justement un accompagnement à la naissance, tu sais. De pas, justement, de pas se sentir seul, puis d'avoir des gens autour de nous qui sont outillés pour nous accompagner dans ces différents défis-là. Oui, absolument. Puis Tu sais, comme... dans- Oui. J'allais dire, pas juste dans les défis, mais dans toute comme la beauté de ce qu'est l'accouchement puis la périnatalité, là, mais... Oui. Comme intervenante, si on est là un peu pour tenir la main, mais souvent pointer dans les bonnes directions, donner les informations, diriger au bon endroit quand il y a des choses qui sont vécues. Puis on Diriger est... aux bonnes ressources. Ouais, aussi, c'est ça. tu sais. On est souvent le premier point de contact quand il y a quelque chose, puis là, on redirige au bon endroit parce que on n'a pas toutes les connaissances, on n'a pas toutes les aptitudes non plus, tu sais, c'est ça. Oui. Oui. Bien, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez comme aimé qu'on aborde, qu'on n'a pas touché aujourd'hui, quelque chose que vous voudriez qu'on rajoute avant qu'on clore? Mais moi, je trouve qu'on a fait un beau tour d'horizon. Oui, je pense que ça serait le fun de se reparler une autre fois de Oui. tout ce qui vient après. Là, Oui, c'est oui, ce que je me disais. Oui. Puis Vraiment. peut-être même aussi de ce qui vient avant, donc la fertilité, Oui. la préconception quand tu es là-dedans Oui. aussi. Fait que je pense que ça serait intéressant de Ouais. se revoir, c'est sûr. Il y a tellement... Absolument. Moi, je dirais on pourrait en parler pendant longtemps, là, mais... Ouais. On préfère une saison podcast au complet sur tout ce qui entoure la périnatalité. Oui. Je pense qu'on en aurait assez à dire. Ah ouais, je suis pas très inquiète. Mais oui, définitivement, ce sera pas la dernière fois, j'allais dire qu'on va s'asseoir ensemble. Je suis certaine. Bien, merci d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça avec moi. Je vais laisser, dans le fond, juste les liens, tu sais, vers le site de création partage, puis, tu sais, vers ton site web aussi, Kayla, dans le descriptif de l'épisode. Si jamais les gens, tu sais, ont plus de questions ou veulent approfondir leur connaissance, tout ça, ou ont besoin d'un suivi. Oui. Puis, On fait des ben, consultations gratuites, fait que n'hésitez pas à nous contacter si on a besoin. On peut parler de vos besoins puis voir si on a un bon match pour la personne. Absolument. Good. Bien, on vous laisse là-dessus. Merci d'avoir partagé les micros avec moi. J'apprécie beaucoup. Merci pour de l'invitation. l'invitation. Oui. Salut.